Prenons un instant pour imaginer une situation vraiment extrême. En fait, que se passe-t-il si l'on isole totalement un être humain, dès sa naissance, de tout contact social? C'est une hypothèse terrifiante, ouais. Ah bah, c'est le cauchemar absolu. Si on le coupe radicalement de toute conversation, de tout regard, de tout mot échangé en fait, qu'est-ce qui reste véritablement de son humanité dans ce silence absolu? C'est vraiment la question vertigineuse qui se pose au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Exactement. L'objectif de cette analyse détaillée, c'est un peu de trancher un débat fondamental. L'humanité est-elle une simple page blanche que la culture viendrait sagement remplir? Ou bien est-ce qu'on est avec un destin intrinsèque, un câblage biologique, dont le but ultime serait la parole? Et pour comprendre la véritable mécanique du langage humain, il faut d'abord observer ce qui se produit lors de son absence tragique, comme tu le disais. Voilà. Et l'histoire regorge de tentatives pour observer cette absence, non? Absolument. C'est motivé par une obsession très ancienne en fait. Trouver l'humanité à l'état pur, non contaminé par les sociétés. L'historien Hérodote rapporte d'ailleurs une expérience menée par le pharaon Psamétique III. Ah oui, au 6e siècle avant notre ère, c'est ça? C'est ça, ouais. Ce pharaon a carrément fait isoler 2 nouveau-nés. Il les a confiés à un berger avec une consigne absolue, interdiction de prononcer la moindre syllabe en leur présence. C'est d'une cruauté inouïe, quoi. Totalement. Mais l'hypothèse du pharaon était simple. Il pensait qu'en l'absence d'influence extérieure, la toute première langue de l'humanité, la langue originelle, allait jaillir spontanément de la bouche de ses enfants. Une démarche fascinante sur le papier. Mais du coup, comment cette expérience s'est-elle soldée? Après des années de silence, les enfants ont fini par prononcer le son bécos. Bécosse. Ouais. Le pharaon a cherché la signification de ce mot et a découvert qu'il désignait le pain en phrygien. Du coup, il en a immédiatement conclu, à tort bien sûr, que le phrygien était la langue originelle ancrée dans notre nature. Mais on s'en doute, la réalité clinique de l'isolement est infiniment plus sombre et complexe que cette anecdote antique, non? Ah mais complètement. Si on regarde les cas documentés d'enfants sauvages ou des tristement célèbres enfants placards du XXe siècle, le résultat n'a rien d'une découverte linguistique miraculeuse. Genre le cas de Jenny, par exemple. Voilà, Jenny, c'est emblématique. Enfermée et isolée dans un contexte de maltraitance extrême, elle n'a développé aucune langue originelle. Les seuls mots qu'elle a fini par articuler, en écho à ses tortionnaires, c'était «stop it» et «no more». L'absence de langage autour d'elle n'a donc absolument pas révélé une nature pure, ça a littéralement atrophié son développement cognitif. Exactement. Et ce constat, il nous amène à un paradoxe intellectuel majeur. Pendant une grande partie du XXe siècle, un courant de pensée dominant a balayé l'idée même d'une nature humaine innée. C'est ce que le psychologue Steven Pinker nomme le modèle standard des sciences humaines, je crois. C'est bien ça, ce modèle s'est nourri de l'existentialisme de philosophes comme Jean-Paul Sartre, avec son fameux «l'existence précède l'essence», mais aussi du behaviorisme. Ok, donc l'idée centrale, c'était que le cerveau, à la naissance, c'est une tabula rasa. Ouais, une page parfaitement blanche. En gros, absolument tout ce qui définit nos comportements, nos valeurs et surtout notre langage serait le fruit exclusif de l'apprentissage culturel et du conditionnement. Bah, déballons un peu tout ça parce que c'est crucial. Si on suit cette logique du modèle standard, l'esprit humain à la naissance serait comparé à, disons, un bloc d'argile inerte, quoi. Un bloc d'argile, c'est une bonne image, ouais. Il n'a aucune forme, aucune volonté propre, et il attend passivement que les parents et la société viennent le sculpter. Mais il y a une faille béante dans ce raisonnement, non? Laquelle? Ah bah, si on est juste de l'argile, comment on explique que les jeunes enfants apprennent à parler avec une telle facilité déconcertante? Je veux dire, aucun parent ne s'assoit avec un enfant de 2 ans pour lui enseigner consciemment les règles de la syntaxe ou la conjugaison du subjonctif. Ah bah non, ce serait absurde. Et pourtant, l'enfant intègre ces règles complexes tout seul. C'est l'argument fatal qui a fait s'effondrer le mythe de la page blanche. Et il faut préciser que ce mythe, c'était pas qu'une simple théorie abstraite, ça a eu des conséquences sociales dévastatrices. Ah oui, on a beaucoup culpabilisé les parents, non? Exactement. En martelant que tout venait de l'environnement, on a systématiquement culpabilisé les parents pour le moindre retard de développement de leur enfant. On a aussi basculé dans un relativisme extrême. Du genre, on postulait que la nature humaine pouvait être remodelée à l'infini par l'ingénierie sociale. C'est ça. Mais les sciences cognitives, propulsées par des chercheurs comme Noam Chomsky et Steven Pinker, ont prouvé l'existence d'un instinct du langage. Les capacités biologiques d'un très jeune enfant, franchement, ça défie l'entendement. C'est clair, les statistiques sur le développement cognitif sont impressionnantes. On ne réalise pas la puissance de calcul d'un cerveau de nourrisson. Tu prends un bébé de 3 mois, par exemple.
À cet âge, son cerveau est capable de percevoir absolument tous les sons prétinents et toutes les nuances phonétiques de la totalité des langues parlées sur Terre. Attends, la totalité? C'est fou! Ouais, c'est un exploit perceptif qu'aucun adulte, pas même le meilleur interprète du monde, ne peut reproduire. Ensuite, au fil des mois, le cerveau du bébé va faire un tri cognitif pour se spécialiser uniquement dans les phonèmes de sa langue maternelle. C'est fascinant. Et la vitesse d'acquisition est phénoménale aussi. Ah oui, à l'âge de 6 ans, un enfant maîtrise en moyenne 14 000 mots. 14 000 mots? Concrètement, ça signifie qu'il a intégré une dizaine de nouveaux mots chaque jour depuis qu'il a commencé à parler. Et ce, par simple déduction, sans effort conscient. Bah voilà où ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas un bloc d'argile que l'on sculpte de l'extérieur. Non, pas du tout. L'esprit humain ressemble bien plus à un logiciel préinstallé. Tu vois, il est doté d'un algorithme surpuissant qui n'attend qu'une simple connexion au réseau social pour commencer à télécharger et organiser des données à une vitesse ahurissante. C'est une super métaphore, et l'instinct va encore plus loin que la simple absorption. Il y a ces cas incroyables où les enfants ne se contentent pas d'apprendre une langue. Il la crée de toutes pièces quand elle vient à manquer. C'est ça, Oui, ouais. c'est la démonstration la plus spectaculaire de cette pulsion biologique. Le linguiste Derek Bickerton a étudié une situation historique précise à Hawaï. Des travailleurs émigrés d'origines très diverses ont été amenés à travailler ensemble. D'accord? Pour survivre et collaborer, ils ont développé ce qu'on appelle un pidgin, un langage rudimentaire. Juste pour se faire comprendre à l'usine ou au champ, quoi. Exactement. Ce qui est remarquable, c'est ce qui s'est passé avec la génération suivante. Leurs enfants, exposés uniquement à ce pidgin chaotique, ne s'en sont pas contentés. Spontanément, ils l'ont transformé en un créole. C'est-à-dire une vraie langue. Ouais, une langue structurée, riche, dotée de temps verbaux et de clauses subordonnées. Ils ont littéralement sécrété de la complexité grammaticale là où l'environnement n'en offrait pas. C'est dingue. Un phénomène similaire s'est produit au Nicaragua à la fin des années 70, non? Tout à fait. Des enfants sourds, qui étaient rassemblés pour la première fois dans une école, ont spontanément inventé un langage des signes d'une immense sophistication grammaticale. Bien au-delà des gestes basiques qu'on tentait de leur enseigner, ouais. Du coup, la science prouve de manière irréfutable qu'on est biologiquement câblé pour structurer la communication. Ah, pour saisir cette vocation, il est indispensable de convoquer la pensée d'Aristote et de Thomas d'Aquin, car ils offrent la clé de lecture parfaite pour ces découvertes biologiques. On fait un petit saut dans le temps là. Ouais, Aristote opère une distinction conceptuelle fondamentale. Pour lui, la nature d'une chose ne se limite pas à son point de départ matériel ou biologique, ce qu'il appelle le bios. ok, le bios, la véritable nature d'une chose, c'est sa fin ultime. Son accomplissement, ce qu'il nomme le télos. Aristote définit ainsi l'être humain comme un zoon politikon, un animal intrinsèquement politique et social. Pour bien visualiser ce concept de télos pour quiconque nous écoute, prenons des lois physiques et biologiques simples. Une plante porte en elle le télos de la photosynthèse et de la croissance. Si on l'enferme dans une cave privée d'eau et de lumière, elle va s'étioler et souffrir, précisément parce qu'elle est empêchée d'accomplir sa nature. C'est une très bonne analogie. Et ce parallèle est essentiel pour comprendre la tragédie de l'isolement humain. Un être humain privé de relations langagières souffre d'une détresse absolue. Ce n'est pas seulement une carence affective, c'est une mutilation de son télos. Exactement. Thomas d'Aquin enrichit cette vision en précisant la fonction exacte de ce langage. La parole humaine ne sert pas de simple étiquette pour désigner un arbre ou un rocher. Elle a pour but de signifier en commun l'utile et le nocif, le juste et l'injuste. C'est profond ça. Et surtout, Thomas d'Aquin affirme que le langage trouve son apogée dans la conversation, dans l'échange direct. C'est une nuance cruciale. Augustin, lui, valorisait profondément le soliloque intime. Le dialogue intérieur. Voilà. Thomas d'Aquin, lui, replace l'intersubjectivité au centre. Il pousse d'ailleurs cette logique théologique très loin. Ah oui, les anges. Ouais, selon sa pensée, même les anges, qui sont de purs esprits, sans corps ni corde vocale, communiquent. Leur pensée devient un signe dès l'instant où elle est animée par l'intentionnalité d'être transmise à un autre ange. Le langage, matériel ou spirituel, est par essence un pont tendu vers l'altérité. C'est magnifique. Et cette notion de souffrance face au télos sans péché, dont on parlait avec la plante dans la cave, ça résonne puissamment avec l'histoire poignante de Marie Heurtin. Ah oui, son histoire est bouleversante. Née sourde, muette et aveugle à la fin du XIXe siècle, elle était totalement emmurée en elle-même.
Les récits de son enfance décrivent des crises de rage animale, des hurlements et une frustration terrifiante. C'était exactement l'image de la plante enfermée dans la cave. Elle souffrait dans sa chair de ne pas pouvoir atteindre sa vocation d'être sociale. Et ça, jusqu'à ce qu'une religieuse s'obstine, avec une patience infinie, à lui donner accès aux signes gestuels dans le creux de la main. Le cas de Marie Heurtin, tout comme celui d'Hélène Keller aux États-Unis, a profondément marqué la philosophie du langage, notamment à travers les analyses d'Ernst Cassirer. Qu'est-ce qu'il dit Cassirer là-dessus? Il observe que l'éducation de ses enfants n'est pas une simple accumulation de vocabulaire. Lorsqu'Hélène Keller comprend soudainement près de la pompe à eau que les gestes tracés dans sa main nomment l'eau qui coule sur ses doigts, il se produit une explosion cognitive. Une révélation, quoi. Cassirer appelle cela la fin des noms. Dès que l'enfant saisit le principe symbolique, il devient avide de tout nommer. La fin des noms, c'est poétique. Ça implique que le mot fait bien plus que désigner. Il nourrit une structure. C'est la fonction architecturale du langage. Le mot devient un foyer de pensée. Le mot agit comme un cristal autour duquel la pensée vient s'organiser et se stabiliser. Avec les mots, l'esprit gagne la capacité d'abstraire, de comparer, de se projeter dans le futur. Et l'invention de l'écriture n'a fait que décupler ce pouvoir, j'imagine. Complètement, en offrant à la pensée un support extérieur inépuisable qui défie le temps. Mais du coup, si les mots stabilisent notre perception du monde extérieur, que se passe-t-il lorsqu'on les retourne vers nous-mêmes? C'est une excellente question. Notre propre identité, la conscience de qui nous sommes, ne repose-t-elle pas littéralement sur une histoire que l'on se raconte? C'est le cœur de la réflexion du philosophe Paul Ricoeur sur ce qu'il a baptisé l'identité narrative. Ricoeur nous invite à distinguer deux manières de rester soi-même à travers le temps, l'idem et l'ipse. L'idem et l'ipse. Comment on différencie les deux? L'idem, c'est la permanence matérielle et structurelle. Prenons l'exemple d'une automobile. Une voiture reste la même voiture année après année parce que ses pièces maîtresses, son moteur, son châssis restent identiques. C'est une identité figée. Mais un être humain n'est pas une voiture. Exactement. Biologiquement, nos cellules se renouvellent sans cesse. Et puis, psychologiquement, nos croyances changent. On traverse des épreuves, on fait des erreurs, on change de profession ou de conviction. Comment on peut affirmer être la même personne à 10 ans et à 50 ans? C'est précisément là qu'intervient l'identité personnelle. Cette identité n'est pas garantie par notre biologie. Elle est entièrement maintenue par notre capacité narrative. On se raconte une histoire, quoi. Voilà. Nous intégrons le chaos, le changement et les ruptures de notre existence en tissant un récit cohérent. Nous sommes les auteurs et les personnages principaux de notre propre vie. C'est une perspective qui éclaire tant de comportements quotidiens. Si on y réfléchit, une crise de la quarantaine, par exemple. Ouais, Ce n'est pas tant une crise biologique qu'un effondrement narratif. C'est le moment où l'histoire qu'on se racontait depuis 20 ans ne fait plus sens et où l'on ressent le besoin urgent de réécrire le scénario. c'est très juste. Et à l'inverse, on comprend mieux l'immense détresse des patients souffrant d'aphasie sévère. Ah oui, ceux qui perdent l'accès au langage. Ça vient de cette incapacité soudaine à formuler ce récit. Sans mots, l'identité s'effrite. Et Ricoeur s'arrête là. Non. Il ajoute une dimension supplémentaire avec l'aide de philosophes comme Alasdair MacIntyre. MacIntyre explique que notre récit intime n'est jamais écrit en vase clos. Il s'inscrit toujours dans ce qu'il appelle la rationalité de la tradition. C'est-à-dire? Pour comprendre une action humaine, il faut la replacer dans son contexte historique. Si un professeur donne un cours debout face à un amphithéâtre, ce geste simple n'a de sens que si l'on comprend l'histoire millénaire de l'enseignement universitaire européen. Ah d'accord. Notre identité personnelle est donc inextricablement imbriquée dans les grands récits des communautés auxquelles nous appartenons. Tout à fait. Mais ça soulève un défi vertigineux, non? Si chaque individu maintient son identité grâce à son propre récit, comment on gère la collision inévitable de ces millions d'histoires à l'échelle d'une société entière? C'est tout l'enjeu politique. Comment éviter que la juxtaposition de tous ces récits divergents ne finisse dans le chaos complet? C'est le moment où le langage bascule de la sphère intime à la sphère politique. Le philosophe Eric Weil part d'un constat sans appel. À l'état naturel, face au désaccord, l'homme est fondamentalement violent. La violence comme premier réflexe. Ouais. Du coup, la grande victoire de l'humanité sur son animalité, c'est l'invention de la discussion démocratique. C'est le choix délibéré de substituer l'argumentation verbale à la violence physique pour trancher les conflits et déterminer le bien commun. La parole comme rempart contre la barbarie, en somme. C'est ça.
Mais sur la façon exacte de structurer cette parole politique, il y a un affrontement intellectuel majeur dans la philosophie contemporaine. C'est un débat complexe et crucial, et pour bien le saisir pour notre public, il est de notre devoir de l'exposer avec la plus grande impartialité, sans prendre parti pour l'une ou l'autre vision. C'est une précision importante. Il faut vraiment rester neutre ici. D'un côté de ce débat se trouve Jürgen Habermas, une figure tutélaire de la philosophie européenne moderne. Que dit Habermas? Il part du principe que nos sociétés contemporaines sont marquées par un pluralisme irréversible, au sens où l'entendait John Rawls. Nous ne partageons plus de valeurs morales absolues, de religion unique ou de tradition commune. D'accord, la société est éclatée. Face à cet éclatement, Habermas propose une éthique purement procédurale et formelle. Attends, ça mérite d'être clarifié. Habermas suggère donc que le but de la discussion politique n'est pas de découvrir une grande vérité universelle avec un grand V, mais simplement de se mettre d'accord sur les règles du jeu. Oui, c'est l'idée. Comme un code de la route neutre qui évite que les voitures ne se rendent dedans peu importe où elles vont. C'est une excellente métaphore. Pour Habermas, l'éthique de la discussion agit comme un technicien qui répare le câble téléphonique de la société lorsque la communication est rompue. On répare la ligne, quoi. Voilà. On s'assoit autour de la table, on respecte scrupuleusement les règles de prise de parole, on s'assure que personne n'est contraint par la force et on cherche un consensus raisonnable. L'objectif ultime, c'est de maintenir la paix publique et la coopération sociale. C'est très pragmatique. Mais n'est-ce pas une vision extrêmement optimiste, voire dangereusement naïve? Ah, ça se discute. Si le langage n'est qu'un outil de gestion de crise, un simple algorithme pour trouver un consensus poli, ne risque-t-on pas de valider démocratiquement des décisions catastrophiques tant que les règles de courtoisie ont été respectées au Parlement? C'est très exactement le cœur de la critique formulée par la philosophe Hélène Védrine et par le cardinal Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, lors d'un dialogue historique avec Habermas en 2004. Que répondait-il à ça? Ratzinger pointe la vulnérabilité de cette approche procédurale en dénonçant ce qu'il nomme les pathologies de la raison. Il démontre que la rationalité humaine, lorsqu'elle est laissée à elle-même, détachée de toute interrogation sur la nature profonde de l'homme, est tout à fait capable de produire l'horreur absolue de manière très ordonnée. Et les exemples historiques sont accablants sur ce point. C'est effrayant, mais vrai. La marchandisation du vivant ou la destruction de l'environnement obéissent à une rationalité économique froide et parfaitement logique. Ratzinger alerte donc sur le fait que la raison procédurale ne suffit pas à sauver l'humanité d'elle-même. Il faut des garde-fous. Exactement. Il plaide pour que l'espace public reste perméable et à l'écoute des grandes traditions spirituelles et religieuses, ce fameux droit naturel, qui agissent comme un garde-fou éthique. Et comment Habermas a réagi à ça? Ce qui rend ce dialogue si marquant, c'est qu'Habermas lui-même a reconnu la pertinence de cette mise en garde. Il a fini par faire évoluer sa pensée en admettant que dans une société post-séculière, la raison laïque s'épuise si elle se coupe totalement du réservoir de sens porté par ses sagesses millénaires. Quel vertige philosophique. Franchement, nous sommes partis de l'idée illusoire d'un cerveau conçu comme une page blanche pour découvrir qu'un bébé possède un génie linguistique inné. Le fameux câblage biologique. Ouais, et nous avons compris, avec Aristote, que notre biologie exige le dialogue, sous peine de nous faire dépérir comme une plante sans lumière. Nous avons exploré comment les mots tissent la trame de notre identité personnelle pour affronter le temps. Et ensuite, on a vu que ce même langage porte sur ses épaules la lourde tâche de préserver la paix et l'éthique à l'échelle des nations. L'architecture de la communication humaine est totale, en fait. C'est un rappel puissant de l'importance fondamentale des mots qui nous habitent. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des sources. Ce fut une analyse captivante. L'exploration de notre nature humaine à travers le prisme du langage est une quête inépuisable. À très bientôt.